Bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie, le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie, ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vis ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bougent et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me a Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Maëva et bienvenue sur le podcast Vis ta meilleure vie. Alors je suis vraiment ravie de t'avoir à mon micro parce que tu vas venir nous partager ton parcours. Alors avant toute chose, Maëva, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter? Oui, bien sûr. Merci beaucoup à toi, Fanny, déjà de m'inviter sur ce podcast. Je suis vraiment ravie de faire partie de cette aventure. Alors moi, je suis donc Maëva, je vis à Saint-Raphaël, dans le sud de la France, dans le Var. Et donc, je suis éducatrice et comportementaliste équin. Donc, mon métier, c'est d'éduquer les chevaux, bien sûr aussi de faire donc, du débourrage, de la rééducation, mais surtout de former et d'accompagner les cavaliers et tous les gens acteurs du monde du cheval vers une équitation pardon, qui sera plus éthique pour l'animal et vraiment en lien avec la compréhension du cheval. Super. Alors, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu es accompagné de ton chien. Donc, de Oui, temps en temps, si on entend une léchouille, c'est c'est que ça. il y a C'est ton qui veut compagnon. participer. Voilà, il voudrait vraiment participer. Alors, c'est dommage, j'ai pas de micro. Désolée. Oh, il se fera entendre, hein, si. Alors, Maëva, eh bien, ma première question, c'est est-ce que tu vis ta meilleure vie? Oui, à fond. C'était le cri du cœur. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont justement les éléments qui font que tu vis ta meilleure vie, qui fait que, voilà, tu te lèves le matin, bah, tu es heureuse. Alors déjà, la première chose, c'est de pouvoir être au quotidien avec les chevaux. Ça, c'était vraiment un rêve absolu. Donc voilà, ça c'est le matin de me dire, allez, je suis avec des chevaux et ça, c'est génial. Il y a aussi l'idée de servir à quelque chose et de faire avancer le monde vers quelque chose de positif. Donc voilà, de pouvoir éveiller des consciences, aider des cavaliers qui sont en difficulté, redonner du sourire à certaines personnes qui sont vraiment mal parce qu'ils ne peuvent plus rien faire avec leur cheval. Donc ça, c'est vraiment aussi hyper motivant et stimulant. Aider des chevaux, bien sûr, me dire que ben voilà, je me lève le matin et je vais aider un cheval, sauver un cheval, c'est l'aider à mieux comprendre le monde humain. Voilà, et de faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur voilà, de vraiment servir à quelque chose et de me dire, je fais avancer à mon échelle les choses. Et puis aussi, la liberté, je voulais pas être salariée, donc vraiment la Mhm. liberté de pouvoir faire mon planning, enfin de faire mon planning comme je le veux, d'avoir une certaine voilà liberté de mouvement et aussi de pouvoir mettre en place les choses qui me tiennent à cœur et pas qu'on me dise ben tu vas faire ça 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 parce que c'est comme ça et voilà les fois où je l'ai fait ça a été très compliqué pour moi de pas pouvoir voilà mettre mes idées en place et ce qui me paraissait logique de voilà, de pas pouvoir tester des choses et faire ce qui me correspond vraiment. Ok, donc un grand, grand besoin de liberté. Et ça vient depuis toujours? C'est quelque chose que tu savais parce que tu as l'air très convaincu depuis toujours que voilà, tu avais ce grand besoin de liberté. Et ça te Mm. vient depuis petite, ça? Alors, petite, je sais pas, mais en tout cas, depuis l'adolescence, en tout cas, oui. Parce que, bon, déjà, je savais que je voulais faire ce métier à l'adolescence. Et, euh, et c'est vrai que l'idée de la vie de salariat m'angoissait un petit peu. Du lundi au vendredi, 9h-17h, ça m'angoissait vraiment. Et j'avais envie de travailler les week-ends, j'avais envie de faire 80 heures par semaine, j'avais envie de... Ok. enfin, voilà, je voulais que ma vie soit mêlée à mon métier. Enfin, en fait,
que finalement, je me dise, je travaille pas, en fait. Et c'est toujours, et de me donner de donner vraiment toute mon énergie dans mon entreprise, de créer, de faire évoluer. Et ouais, c'est vrai que du coup, il y a des contraintes parce qu'effectivement, ben, beaucoup de travail, beaucoup Mhm. d'investissement, etc., etc. Pas de sécurité financière et tout ça. Mais je préférais, voilà, l'idée de me dire, euh, je crée quelque chose et je le fais évoluer et et je vis avec, quoi. Et voilà, l'idée du salariat ne m'intéressait vraiment pas et ça m'angoissait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait mes études en fonction. Ouais, d'accord. Et écoute, justement, je trouve ça très fort que tu aies su dès le début que tu voulais faire ça, parce que je trouve qu'il y a quand même une grande différence entre, tu vois, vouloir passer toute sa journée avec les chevaux et puis la réalité du métier, de ce que c'est vraiment. Et comment, toi, tu as pas eu une overdose? Alors, je peux parler un petit peu en état de cause, puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à enseigner. Je me suis vite rendu compte que ça ne me convenait pas, en fait, parce qu'après, je me sentais épuisée et j'avais tout simplement plus envie d'aller voir mes chevaux parce que j'avais épuisé mon quota d'énergie sur les chevaux des autres. Mais alors, du coup, toi, comment tu fais? Parce que pour moi, tu vois, c'était essentiel quand la passion, elle venait de passer du temps avec mes chevaux. Comment je pouvais après imaginer tout simplement ne pas avoir assez d'énergie pour aller avec mes chevaux, quoi. Alors ouais, c'est vrai que c'est une question que je me pose souvent. Alors en fait, c'est vrai que je me rappelle avant que je fasse ce métier, eh bien en fait, la plupart des gens de mon entourage me disaient, bon bah dans les chevaux tu gagneras pas ta vie, c'est pas Oui. bien. Il faut que tu travailles dans une entreprise et puis tu verras tes chevaux le week-end. Le truc c'est que j'étais vraiment, enfin je pense que je l'ai encore, mais maintenant vu que je suis toujours tous les jours avec, ça me le fait moins. Mais en fait avant, quand j'étais à l'école et pendant les études et tout ça, je ressentais un manque des chevaux. Et en fait, de voir les chevaux que le mercredi et le week-end, ça me suffisait pas. Et Mhm. je me suis dit, le problème, c'est que si je travaille dans une entreprise, enfin, que je fais un autre métier avec lequel je gagne bien ma vie et que je pourrais avoir mon cheval à côté, en fait, tout mon temps libre, je vais le passer avec mon cheval. Et du coup, j'aurai plus la place pour autre chose parce qu'il va me falloir ma dose énorme de cheval. Et du, et du coup, en fait, je vais passer mes soirées, mes week-ends avec les chevaux. Et en fait, je pourrais pas créer autre chose. J'aurais pas, je pourrais pas créer une vie de famille ou je pourrais pas me sortir de là. En fait, et donc, du coup, je me dis, bah, au final, ma vie tourne autour des chevaux. Ben là, aujourd'hui, je suis bien contente. Quand j'ai des jours où je peux me permettre de pas être avec, je suis bien contente. Et Oui. voilà, de faire autre chose. Je suis contente de sortir, de voir autre chose, de faire autre chose. Et voilà. Et cette liberté aussi de pouvoir me dire. Par contre, ce que je me suis toujours dit, c'est que je voulais pas être enchaînée à mes chevaux. Mhm. Enfin, au fait de pouvoir d'être privée en fait de liberté, du coup, de me dire, bah, vu que j'ai des chevaux, je peux pas bouger et Mhm. de m'organiser en fonction à ce que je puisse partir. Alors, je les laisse jamais très longtemps, mais en tout cas, voilà, je m'organise pour que je puisse les laisser et pouvoir faire autre chose. Je prends pas beaucoup de vacances, mais quand je peux, voilà, de pouvoir un petit peu partir, voir autre chose et faire d'autres choses. Donc, il me fallait Et un petit peu ma dose. ouais, Donc, c'est c'est ça, pour c'est ça que aussi que OK. Et que ce soit avec tes chevaux ou avec les chevaux des autres. C'est-à-dire que toi, ça te nourrit autant, c'est être avec les chevaux en général, quoi, c'est ça? oui, ça me nourrit autant. Alors, c'est vrai que du coup, quand je travaille beaucoup, enfin, quand il y a des périodes où voilà, j'ai beaucoup de stages, beaucoup de chevaux en rééducation, etc., ou en débourrage, forcément, les miens passent après. Donc, c'est sûr que ça, c'est un petit problème parce que du coup, il y a des moments où je me dis, mince, j'ai une frustration, je m'occupe pas assez de mes chevaux. Mais là, en fait, enfin, j'essaye de me rendre compte, de prendre du recul et de me dire, OK, là, tu es frustré, ça ne va pas. Donc, essaye de mettre des choses en place pour que tu puisses t'accorder un petit temps avec tes chevaux et que tu n'en aies pas marre. Parce qu'effectivement, quand tu as fait 7-8 chevaux dans la journée, enfin, j'exagère, j'en fais pas forcément autant, mais parce que sinon, Oui. après, ça s'enchaîne trop. Mais c'est sûr qu'après, bah, le soir, tu n'as pas forcément envie de travailler le tien. Donc, mais voilà, j'essaye de mettre des choses en place, de me donner des objectifs avec mes chevaux, de me dire, bon, ben voilà, tel jour, je m'octroie un moment avec eux. Voilà. Mhm. Et t'en as combien des chevaux? Est-ce que tu fais partie de la team collectionneuse? Alors, oui et non. En fait, j'ai des grosses contraintes financières vu que je vis dans le sud de la France.
Donc, contrainte de place et contrainte financière, parce que bah, un cheval chez moi, ça coûte très, très, très cher. Parce Mhm. que le foin coûte cher, le terrain coûte cher, enfin bref, tout coûte très cher. Donc, c'est vrai que je peux faire partie de la team collectionneuse, mais heureusement que que le côté financier m'en empêche, parce que sinon, ouais, je crois que j'en aurais 50. Mais là, actuellement, ouais, j'en ai 4. 4 réellement à moi. Et puis en ce moment, chez moi, j'en ai 11 parce que je récupère des pur sang des courses pour les rééduquer et leur trouver une bonne famille. Donc voilà, ce ne sont pas mes chevaux. Enfin, je suis propriétaire actuellement de ces chevaux-là, mais ils ne sont pas destinés à rester chez moi. Euh, le but, c'est que je leur trouve une Ouais. famille. Donc voilà. Mais j'en ai 4 vraiment à moi. D'accord. Et tu es dans tes installations à toi? Alors, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent. Je viens d'acheter un terrain l'année dernière. Donc, c'est vraiment le rêve d'une vie. Waouh, Euh, bravo, félicitations. ouais, Même si c'est que ouais, ouais. 1 an, ben voilà, bravo. Merci. Donc, ouais, c'est mon rêve de pouvoir créer mon écurie et avoir mon bout de terrain à moi où je peux faire vraiment ce que je veux. Enfin, entre guillemets, parce qu'on peut jamais vraiment faire ce qu'on veut, Ouais, ouais, même si ouais. on est chez soi. Pas mal de contraintes quand même. Mais oui, ça fait 1 an, donc c'est tout récent, c'est même pas encore terminé, c'est encore en travaux. Ça va tout doucement parce que bah, les travaux se font avec pas beaucoup de moyens, donc du coup Mhm. ça, voilà, c'est à petite échelle pour l'instant, puis ça sera assez petit parce qu'il y a qu'un hectare. Alors 1 hectare chez moi c'est énorme, mais mais Ok. sinon voilà, donc ça va vraiment être tout petit. Je veux pas accueillir beaucoup de chevaux justement pour pas, enfin, pour qu'il y ait quand même de la place pour les chevaux qui sont là. Voilà, donc c'est tout récent, mais c'est en cours de création. Ok, génial. C'est des super périodes, ces périodes-là, parce que c'était en mode création, imagination, créer ton lieu de Oui. rêve, et puis ça se fait petit à petit. Et même si ça prend du temps, des fois je me dis, mais c'est pas plus mal. Parce Mm. qu'en fait, ça te permet, oui, il y a un côté frustrant, on a envie que ça avance vite, mais en même temps, ça permet aussi d'observer, d'aller voir quels sont les meilleurs endroits pour mettre quoi. Donc, je suis un peu dans une démarche similaire. Alors moi, malheureusement, j'ai pas encore le terrain, mais voilà, malheureusement, il y a eu plusieurs ratés, mais voilà, il y avait 4-5 hectares que j'ai failli acheter, hein. Mhm. Ah Et oui. c'est pareil, tu sais, le côté création, le côté faire des plans, des trucs, c'est génial. J'adore, j'adore Ah faire ouais, ça. ouais, c'est trop cool. Ouais. De te dire en plus que c'est toi qui le crée, c'est toi qui l'imagine. Ouais, c'est top. Ouais. Et alors, Maëva, j'aimerais bien que tu nous dises un petit peu, parce que là, tu vois, toi, tu savais ce que tu voulais faire. Tu Mhm. avais ce qui te poussait vraiment dans le milieu du cheval. Et pourtant, on sait que le milieu du cheval, c'est pas forcément un milieu facile, que ce soit avec les contraintes financières que ça représente, mais aussi, je trouve que le milieu du cheval, on n'est pas tous bien dans notre tête. On peut pas C'est dire clair. que ce soit un lieu hyper ou un milieu hyper bienveillant où la Non, compréhension, le partage, c'est non, les valeurs de base, quoi. Alors, c'est sûr. je voudrais savoir comment toi, tu le vis. Est-ce que tu as déjà rencontré des choses un petit peu difficiles ou des situations, tu vois, où ben, peut-être que les gens n'étaient pas forcément bienveillants, que ce soit sur les réseaux, parce que tu es quand même assez actif sur les réseaux, ou bah, dans le milieu du cheval, point barre, hein, c'est quand même un milieu avec beaucoup de gens qui vont casser du sucre sur les dos des autres et compagnie. Enfin, je veux dire, on va pas se voiler la face. Mm, mm. Milieu du cheval, c'est ça aussi. C'est ça. Donc, quel est ton point de vue et comment tu fais pour gérer ça? Donc oui, effectivement, tu soulèves vraiment un point important. C'est vrai que dans l'équitation, déjà, c'est un milieu qui est assez hostile. Alors, en plus, vu que je n'étais pas dans le courant de tout le monde, dans le Mhm. schéma classique d'équitation, le schéma concours, etc., eh bien, du coup, forcément, quand on fait quelque chose de nouveau et qui n'est pas comme les autres, on est critiqué, mis de côté. Donc déjà, voilà, tout ça, ça a été dur d'essayer. En fait, en plus, moi, j'étais vraiment convaincue de tout ça et je voulais montrer aux gens, mais c'est ça qu'il faut faire et de me dire que les gens ne comprenaient pas et qu'au final, ils continuaient à faire euh, des choses pas, en tout cas, pas en adéquation avec le comportement du cheval. Ouais, donc déjà, ça fait mal. Et tu parles effectivement des critiques sur les réseaux. Alors, la première fois que je l'ai vécu, c'est une de mes premières vidéos qui a buzzé. C'était une jument que j'avais récupérée, une jument qui devait partir à l'abattoir, que j'ai récupérée et que on a fait plein de vidéos de cette jument pour faire un avant-après. Et l'idée, c'était vraiment de montrer que même un cheval qui est complètement
enfin, qui va partir à l'abattoir parce que de toute façon, on peut rien en faire et, euh, et que, euh, et que personne ne peut s'en sortir avec la compréhension du cheval, on peut vraiment y arriver, même avec un cheval très compliqué, etc. Et donc, la jument, c'est vague. Et donc, je m'y attendais absolument pas, mais cette vidéo a buzzé. Et forcément, bah, vu qu'elle a buzzé, les critiques sont venues. Alors évidemment, il y avait énormément de commentaires positifs et de retours positifs. J'ai reçu énormément de messages, etc., etc. Mais forcément, en tant qu'humain, on se focalise sur le 1% qui ne va pas. Et c'est vrai que je l'ai très, très mal vécu à ce moment-là parce que c'était les premières fois. Et en fait, je me sentais vraiment attaquée dans le sens où je dédie vraiment toute ma vie et toute mon énergie au bien-être du cheval, à vraiment faire en sorte qu'ils aillent bien, qu'ils aillent mieux, et je mets vraiment toute mon énergie là-dedans. Et en fait, voilà, les critiques où on me disait que c'était pas bien ce que je faisais, parce que ça pouvait être violent, parce que j'avais un licol éthologique, par exemple, ou des choses comme ça. Et en fait, ou alors sur une image, ils allaient dire que la jument était résignée, des choses comme ça. Et en fait, je me dis, mais venez la voir 5 minutes Mhm. dans son pré, vous allez voir qu'elle est absolument pas résignée, bien tout le contraire. Et en fait, ce qui fait mal, c'est d'être jugé et d'être critiqué par des gens qui ne savent absolument pas qui tu es, qui ne savent absolument pas ce que tu fais et toute l'énergie que tu mets. Et bien sûr, on fait tous des erreurs, ça c'est clair, et la critique permet d'évoluer aussi, hein. Certaines critiques permettent de se remettre en question et d'évoluer, ça c'est sûr. Mais voilà, quand c'est violent, voilà, j'avais fait un reportage aussi par rapport au Mustang Makeover et on avait dit que j'étais la fille à papa, alors que, mais tellement pas. En fait, tu ne sais même pas ce que j'ai vécu dans ma vie pour en arriver là et tout ce que j'ai mis comme énergie pour en arriver là et de me dire, enfin, de dire des choses comme ça. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'au début, j'avais beaucoup, beaucoup de mal. Aujourd'hui, assez récemment, ben, en fait, j'arrive à me dire que ces gens-là, bien souvent, quand on va fouiller un petit peu, c'est le travail thérapeutique que j'ai fait Mhm. grâce à mon Mhm. entourage et tout, c'est d'aller fouiller en fait ce qu'ils faisaient eux pour les chevaux. Je me disais, d'accord, alors Ok, ils viennent te critiquer, bah, on va aller chercher un petit peu ce que eux font pour le ok, bien-être des chevaux. Et ben, on trouve pas grand-chose. On trouve pas ok. grand-chose. Et bien souvent, en plus, c'est des gens qui vont, enfin, sur des photos, des gens qui ont des pélames dans la bouche, les chevaux enraînés, etc. Et tu te dis, OK, cette personne se permet de critiquer mon travail et de dire que ce que je fais, c'est pas bien pour le cheval. Bon, je pense que je peux ne pas prendre en compte cette critique. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que j'ai réussi à me dire que finalement, les gens qui critiquent, bah, ils agissent pas et Mhm. ils passent du Mhm. temps. Enfin, quand on agit pour quelque chose, on n'a pas le temps d'aller voir ce que font les autres et d'aller critiquer. Donc voilà, Ouais. maintenant j'arrive à mieux le vivre comme ça. Donc, tu Donc je me as dis, rationalisé en fait le fait que justement les personnes qui vont aller critiquer sont en fait leur avis n'a pas beaucoup de valeur. Tu vois, si c'était peut-être quelqu'un, j'en sais rien moi, un de tes maîtres, tu vois, ou une des personnes vraiment que tu portes en très haute oui, estime, ça serait différent. Mais ah là, oui, c'est vraiment voilà, des gens qui oui, ont en fait quasiment aucune compétence dans ce que tu fais pour la plupart et voilà, donc ça n'a aucune valeur. Mm, Ouais, c'est ça. j'adore. J'adore. Et tout à l'heure, tu parlais de que toi, très vite, tu es allé dans les courants alternatifs, entre guillemets, Mhm, c'est-à-dire pas le club, les compètes, le saut d'obstacles et compagnie. Et en fait, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton parcours, du coup, comment tu en es venu aux chevaux et qu'est-ce mhm, qui t'a attiré vers ça? d'accord. Alors, donc en fait, j'ai été attirée par les chevaux quand j'avais 3 ans. Alors, j'aimais beaucoup les éléphants aussi, mais On en trouve moins dans le Val. voilà, mais Alors, voilà, c'est un peu moins pratique. Mais donc voilà, j'ai été quand même très tôt attirée par les chevaux. Donc à l'âge de 3 ans, j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire du cheval. Donc évidemment, bah, c'était non, pour plusieurs raisons, pour le côté financier et puis et puis aussi le côté dangereux. Donc mes parents avaient assez peur que j'aille faire du cheval. Donc voilà, donc pour me calmer de temps en temps, quand on allait en vacances, ils me faisaient faire un tour de poney comme ça, vite fait, comme ça au moins pendant 2 semaines, j'arrêtais de les saouler. Pour la petite anecdote, c'est pas mal grâce à ma mère parce que donc mon père avait très peur que je fasse du cheval et ma ah mère a ouais, poussé ok. ouais, et ma mère a poussé mon père parce qu'en fait ma mère voulait chanter quand elle était jeune. Son rêve c'était de chanter, c'était vraiment sa passion.
Et en fait, son père l'a toujours empêchée de chanter et du coup, elle a jamais réalisé ça. Enfin, elle a réalisé son rêve qu'à 40 ans, quoi. Oui, Donc, oui. euh, donc, du coup, elle voulait pas que je vive la même chose. Donc, voilà, elle a vraiment poussé pour que je puisse vivre mon rêve. Donc, voilà. Donc, j'ai commencé à faire du cheval à 6 ans. Mais en échange, il fallait que je fasse du judo. Ah, Mon père- Voilà. C'est si je faisais du cheval, il fallait en contrepartie que je fasse du judo pour que j'apprenne à me défendre, etc. Donc, je détestais ça. Mais bon, j'ai fait des judo pendant des années, ok, du coup. ok. Donc voilà, donc j'ai été inscrite dans un club et au final, donc j'y allais le mercredi et en fait, ça se passait pas très très bien. Je tombais souvent, j'avais peur parce que voilà, souvent voilà, il y avait des chutes, etc. Alors quand j'avais un déponey que j'aimais bien, ça allait, mais dès que je montais une jument qui mettait des coups de queue au galop, bah, j'avais super peur et voilà. Mais je voulais quand même y aller, donc j'avais la boule au ventre, mais j'y allais quand même. Et en fait, juste monter à cheval, moi, ça m'intéressait pas. Je voulais vraiment aller au club toute la journée. Et donc, ma mère, elle a Ouais. demandé si je pouvais aller dans ce club toute la journée pour aider, pour m'occuper des chevaux et tout ça. Mais j'étais petite, hein, j'avais 7 8 ans. Et Mhm. donc, ils ont accepté pendant une journée de vacances. Et en fait, alors, je sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, ce jour-là, j'ai été très malade. Donc, j'y suis allée quand même, mais j'étais très malade et j'avais très mal au ventre et j'ai vomi, etc. Du coup, bah, à midi, ils ont demandé à ma mère de venir me chercher. Donc, je ne suis pas restée toute la journée finalement. Et donc, il s'avère qu'en fait, bah, chaque fois que j'allais là-bas, c'était vraiment l'angoisse, la boule au ventre, etc. Donc, c'était un club avec des chevaux en boxe, c'est plus Mhm. tourné compétition et tout ça. Donc en fait, j'étais assez triste parce que j'avais quand même envie d'y aller, mais d'un autre côté, ça me rendait complètement malade, quoi. Donc au Donc, en fait, final, tu étais mhm, malade, c'était lié à ce que tu voyais dans le club. C'était pas juste tu avais un virus et tu avais une gastro, quoi. C'était ouais, vraiment lié à c'était, ce que tu voyais. oui. Et en fait, bah, vu que les moniteurs ils criaient tout le temps, j'étais angoissée, j'étais stressée. Enfin voilà. Donc j'avais envie d'être avec les chevaux, mais d'un autre côté, Ok. j'étais ultra stressée d'être là-bas. Donc au final, j'ai arrêté. Enfin pendant 6 mois, je n'ai plus fait d'équitation. Donc, mes parents ont été tranquilles 6 mois. Et puis, bah, bingo, 6 mois après, je veux faire du cheval, je veux faire du cheval. Et donc, au final, ils m'ont réinscrite dans un autre club avec lequel je travaille aujourd'hui en plus encore, les Trois Fers à Saint-Raphaël. Et donc là, c'était vraiment différent parce que l'ambiance était très familiale. C'était vraiment un club tourné sur le tourisme et la randonnée. Donc après, c'est une école d'équitation, mais je veux dire, c'était, voilà, les chevaux vivaient dehors. Il y avait une ambiance beaucoup plus naturelle autour du cheval. Les chevaux vivaient, voilà, dehors en groupe, en troupeau, etc. Même si j'avais pas conscience encore de tout ça, mais voilà, en tout cas, la vision du cheval était quand même assez naturelle et ça m'a très, très bien convenu. Et donc, j'ai été très heureuse dans ce club. Et au final, à partir de 11 ans, j'ai à chaque fois, donc bon, à ce moment-là, mes parents ont divorcé, ça a été un moment un peu compliqué, mais du coup, j'allais très très souvent au club pour que justement je vive mieux le divorce. Mes parents, enfin, ma mère m'emmenait souvent au club, donc j'y allais le mercredi. Et après, j'ai commencé aussi à y aller le samedi, même si je montais pas, je demandais si je pouvais quand même y aller le samedi pour aider, pour Ouais. nourrir les chevaux, etc. Et puis après, j'y suis même allée dimanche, et puis après, toutes les vacances scolaires. Et au final, j'ai passé tous mes étés là-bas, toutes mes vacances scolaires là-bas. Et c'était vraiment, bah, c'était trop génial. Et j'adorais vraiment le moment où j'y allais. J'attendais que ça, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et voilà. Donc, et en fait, quand j'avais 11 ans, j'ai rencontré enfin, il y avait un petit poney au club, un Shetland, enfin, un grand Shetland, qui s'appelle Kirikou, qui avait 3 ans. Et Ok. j'ai flashé sur ce poney. Enfin, il venait d'arriver. Et il était très compliqué. Personne n'y arrivait avec. Et au final, bah, alors j'avais que 11 ans, mais donc l'été, donc c'était en 2003, je suis restée au club tout l'été pour aider. Et je demandais si le midi, pendant la pause du midi, je pouvais travailler ce poney. Donc ils m'ont dit oui, oui, de toute façon, bon, il servait pas à grand-chose, vu que voilà. Et alors, je me rappelle, je me faisais des petites, avec une copine, on se faisait des plannings pour dire, ben voilà, on va travailler ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va habituer à la selle. Aujourd'hui, on va faire le slalom. Aujourd'hui, on va faire une petite balade dehors. Enfin, et je m'étais fait un programme comme ça. Mhm. Alors, je savais pas du tout hein, dans quel sens fallait que j'aille, mais je testais. Et voilà, je m'étais fait mon programme d'éducation pour ce petit poney. Trop bien. Et, et en fait, c'était vraiment ce que j'adorais le plus. Donc voilà, puis après, j'ai commencé même à faire. J'avais une séance par semaine de cheval, puis après, voilà, encore une fois, j'y allais tous les autres jours, mais j'avais une séance par semaine. Et en fait, il y avait une monitrice à cette époque qui nous avait proposé de faire une séance entre guillemets cirque. Donc moi, je prenais Kirikou pour cette séance-là, donc elle était gratuite, hein, elle nous l'offrait.
Et du coup, c'était presque, enfin, c'était la séance que je préférais en fait. Ok. La séance d'équitation, j'aimais bien, hein, mais j'attendais plus la séance de cirque entre guillemets. Donc je l'ai faite avec Kirikou, donc on a appris quelques petites choses. Et donc en 2005, donc le Haras de la Danse, ils ont à cette époque-là, tu sais, ils avaient des centres partenaires dans toute la France. Mhm. Et en fait, mon club enfin, a commencé à être partenaire avec le Haras de la Danse en 2005. Et du coup, il y a des instructeurs du Haras de la Danse qui venaient faire un stage à peu près une fois par an. Et donc, pour me remercier du travail que je fournissais, parce que j'étais Ouais. tout le temps là à aider, c'est même eux qui me disaient de partir le soir quand il y avait le veto qui venait. Moi, j'appelais ma mère, je dis, s'il te plaît, tu peux venir me chercher plus tard. Ah Je me ouais, fermais ouais, ouais. parce que je voulais rester avec le veto et tout ça quand il y avait le veto qui venait tard le soir et tout ça. Bref. Et donc, du coup, pour me remercier, ils m'ont offert les stages d'équitation éthologique parce que, voilà, Waouh. C'est un et du super cadeau. coup, ouais, ouais, ouais. C'est génial. Et, euh, et du coup, voilà, j'ai commencé comme ça avec mon petit Kirikou, du coup. Et là, ça a été vraiment enfin, c'était pas le mien, hein, c'était le cheval du club, mais ça a été la révélation, le premier stage que j'ai fait avec Édouard Lepouter du Haras de la Sens. Ok. Ça a été vraiment une révélation. Et là, c'était trop bien. Donc après, j'ai fait aussi d'autres stages avec d'autres instructeurs. Et ensuite, il y a eu Andy Booth qui est venu aussi. Mhm. Euh, et donc, quand les instructeurs venaient, après, je crois que j'avais économisé pour acheter les premiers DVD, le savoir Mhm. 1, enfin, les 4 premiers degrés de la science, enfin bref. Et donc, il y avait le livre aussi, il y avait un livre aussi de la science avec les exercices dans le livre, je regardais ça. Et donc, en fait, je travaillais tous les chevaux du club, enfin, tous les poneys, tous les chevaux du club comme ça. Donc, voilà, Ok. je testais, enfin, je faisais des choses et tout ça. Et, et en fait, quand j'avais à peu près 14 ans, c'est Andy qui était venu. Et alors, j'ai une image, on est allé le chercher parce que du coup, moi, j'étais tout le temps avec les patrons de mon club. En fait, Mhm. c'était devenu ma deuxième famille, hein, donc j'étais tout le temps avec eux. Et on est allé chercher Andy à la gare et il est arrivé avec son sac de l'école et ses sticks dans le train. Et en fait, j'ai eu une révélation. J'ai dit, c'est ça que je veux faire. Je veux, Ok. je veux traverser la France avec mes licoles et mes sticks et aller Ça n'a donner des rien à stages voir, c'était d'équitation pas une éthologique. vision d'un cheval qui galope en liberté Non, avec les crins au vent. Non, non, c'est se balader avec des gros sacs de stick et de licol. J'adore. il me dire, je vais enseigner ça à plein de gens. Voilà, là, à 14 ans, j'ai dit, OK, je veux faire ça. Et donc voilà, à partir de 14 ans, je savais que je voulais faire ça. Et donc après, bon, j'étais à l'école encore, hein, bien sûr, du coup, ça m'a beaucoup aidé dans mes études parce qu'en fait, j'avais cette chance de me dire, je sais ce que je veux. Et du coup, enfin, parce que l'école, ça me saoulait, je pense comme beaucoup de monde, et j'avais Mhm. pas envie d'y aller, tout ça. Et même si ça n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, j'essayais d'avoir ma vision et de me dire, tu fais ça pour ça. Tu fais ça pour pouvoir te permettre un jour d'être tout le temps avec les chevaux. Et voilà, c'est ces moments que tu attends tout le temps, le mercredi, le samedi, dimanche et les vacances. Et ben après, ça sera tout le temps. Ouais, ouais, Donc, ouais. donc c'est vrai que ça m'a bien permis de garder le cap quand j'avais la flemme de travailler, quand j'en avais marre, quand j'avais pas envie, Puis en plus, on en parlera peut-être après, mais j'ai eu pas mal de soucis aussi à l'école. Donc voilà, ça a été un bon moyen de me faire garder le cap. Et voilà, puis après, j'ai débourré des chevaux. Enfin, j'ai commencé mes premiers débourrages à 16 ans parce qu'en fait, le club, des fois, prenait des chevaux pas débourrés pour qu'ils soient moins chers. Ok. Et du coup, voilà, j'ai commencé à débourrer les chevaux comme ça. Donc, voilà, je faisais à peu près un stage par an en échange de l'aide que je fournissais toute l'année. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis après, j'ai commencé aussi avec les chevaux des copines quand j'étais un peu plus grande. Et voilà, puis après, voilà, plein de chevaux qui sont passés entre mes mains et qui m'ont appris tellement de choses très vite. Et l'avantage aussi, c'est que vu que j'étais jeune quand j'ai commencé ça, j'avais pas parce que quand on est adulte, après, on a peur de faire des erreurs, on a Ouais, peur de ne pas faire correctement, etc. Et c'est vrai que ça, j'avais la chance parce que du coup, je l'avais pas, parce que je faisais avec les ouais, chevaux. Et ouais. j'ai fait énormément de bêtises, évidemment. Mais au final, je me posais pas trop de questions par rapport à ça. Donc, c'est ce qui fait aussi que là, ça me permet d'avoir vu énormément de chevaux de caractères différents et que ça m'a jamais posé problème parce que justement, il y avait le cheval le plus compliqué, je voulais le prendre, quoi. Donc, Donc, il y avait c'était tout de suite, en fait, très tôt, cette fibre de moi, ce qui m'intéresse, c'est de
la communication avec le cheval. C'est pas Ouais, sauter des barres ou c'est pas la spécialisation, c'est vraiment la communication, quoi. ouais, c'est ça. En fait, j'aimais, hein, j'aimais et j'aime toujours l'équitation. Hein, j'adorais sauter, etc. Et j'ai eu, après, les cours étaient totalement classiques. Hein, j'ai passé Mhm. mes galops d'un schéma tout à fait classique. Mais c'est vrai que les cours, pour une petite anecdote, je me rappelle de cours où on faisait un cours sur l'incurvation. Et en fait, il fallait placer sa main droite comme ça, sa main gauche comme ça, mais un petit peu décalée, mais pas trop, pour garder un peu les épaules. Puis il fallait mettre la jambe droite comme ça, puis la jambe gauche comme ça, mais pas trop. Et en fait, et à chaque fois, il se passait rien. Enfin, je sentais pas d'incurvation. Enfin, je pensais avoir compris théoriquement ce que c'était Ouais, l'incurvation. Pendant 1 heure, on trottait trop assis sur le cheval en essayant d'incurver son cheval. Et en fait, je me disais, bah, c'est parce que je place pas peut-être pas bien ma main, c'est parce que parce que ma jambe elle est pas bien placée, mais et en fait tu as mal à la jambe parce que tu rentres dans le cheval toute la séance parce qu'en fait il se passe rien, donc du coup tu mets ta pression de plus en plus Mhm. forte, mais et en fait je descendais de là et le cheval était transpirant, ça a été le conflit toute la séance et j'étais super mal et je savais pas comment faire autrement à cette époque, mais en tout cas je me disais ça m'énerve de pas comprendre en fait, ça m'énerve de pas ouais. comprendre pourquoi ça marche pas, comment faire pour que le cheval y comprenne, et voilà, j'étais assez frustrée de tout ça quoi. Avant, enfin, donc parce que à cette époque-là, j'avais commencé un peu l'équitation éthologique, mais j'avais pas encore compris comment aller jusque-là. J'étais vraiment au début. Et donc, c'est petit à petit que je me suis fait mon chemin comme ça toute seule en me disant, bah voilà, je peux appliquer ça comme ça, pour que le cheval vraiment comprenne. Mais c'est vrai que j'étais très, très frustrée des séances d'équitation où les chevaux ne comprenaient rien Ouais, et je descendais, j'avais mal aux jambes. tu sentais qu'il y avait une dissonance entre ce que tu essayé de faire, ce que le cheval pouvait recevoir et donner, et que finalement c'était désagréable pour tout le monde. Et en fait, ce C'est ça. sentiment-là, c'était vraiment le problème, quoi. Que finalement, Ouais, bah, personne n'a kiffé la séance, quoi, que ce soit l'humain ou le cavalier. c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'en fait les deux, ils kiffent leur séance, quoi? Exactement. C'est exactement ça. Ouais, ouais. Ok. Et alors, tu mentionnais tout à l'heure que, il y avait peut-être eu des moments compliqués. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ta construction avec les chevaux, parce que si je comprends bien, tu as passé quand même beaucoup de temps avec les chevaux, Mhm. donc tous tes mercredis et tes week-ends et compagnie. Et ça peut être parfois très isolant de faire des choses comme ça quand on a une passion qui est hyper dévorante quand on est jeune. Et alors, du coup, Mhm. je voudrais voir si tu peux m'expliquer qu'est-ce que toi, ça t'a apporté ou appris les chevaux très jeunes dans ta vie après, tu vois, tes interactions avec les autres enfants ou les autres humains, quoi. Alors, ça va peut-être être fort comme mot, mais ça m'a carrément sauvée. Parce que, en fait, j'étais. Alors, quand j'étais enfant, ça allait à peu près. Le côté social avec les gens, ça allait à peu près. Mais j'étais quand même une enfant timide et réservée. Mais ça s'est surtout dévoilé très fort à l'adolescence. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, voilà, j'étais vraiment très, très, très timide, très réservée. J'avais beaucoup de mal à communiquer avec les autres humains, les autres enfants. J'avais peur des gens, j'avais peur d'aller à la boulangerie chercher du pain. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'était pas longtemps que je peux aller à la boulangerie chercher du pain sans problème. Donc, non, mais c'est, voilà, je suis un peu autiste de ce côté-là avec les C'est humains. génial. Et, Alors, pardon, mais franchement, tu peux dresser un Mustang sauvage. Par contre, aller à la boulangerie acheter du pain, c'est c'est vachement ça. dur. Chercher l'erreur. Ah, ah non, mais c'est exact. Alors, c'est rigolo ce que tu me dis parce que alors tout le monde me dit ça. Ça veut dire que enfin, je vais être capable d'être sur une scène en spectacle avec un cheval devant 5000 personnes, mais par contre, à côté, téléphoner à quelqu'un pour avoir un rendez-vous médical, je suis incapable. Mhm. Et en fait, le paradoxe, en fait, est complètement dingue. Mais en fait, c'est parce que c'est les chevaux qui arrivent à me faire faire tout ça. Et c'est vrai que j'étais vraiment très, très, très mal socialement. Et pendant mon adolescence, j'ai été du coup harcelée scolaire Mhm. pendant plus de 3 ans. Donc ça a été vraiment ben, horrible. Je crois que tu as vécu ça aussi, il me semble, que Oui, tu mentionnais, voilà. Donc voilà, tu sais ce que c'est. mais sans les réseaux sociaux. Je pense Ah que oui, moi ça non fait une plus. grosse différence. Ouais, Parce moi que aussi, du j'avais beaucoup de coup, chance parce que c'était avant aussi. tu rentres chez toi et la souffrance est finie. C'est ça. Bah, du coup, c'était ça qui se passait. C'est pour ça que j'ai pu, entre guillemets, tenir. C'est que finalement, voilà, c'est quand j'allais à l'école, mais après, j'attendais qu'une chose, c'est le mercredi et le week-end pour aller aux chevaux. Ouais. Et en fait, j'étais vraiment deux personnes différentes. À l'école, j'étais vraiment la personne complètement timide, réservée, qui se fait harceler. Alors, certainement parce que j'étais différente, parce que moi, je pensais qu'à une chose, c'était aux chevaux, aux animaux, à la nature, et mes centres d'intérêt étaient vraiment différents des autres adolescents.
Du coup, bah, forcément, voilà, pour une petite anecdote, à un moment donné, enfin, les filles le groupe de filles qui me harcelaient beaucoup me disent Maïva, tu connais Jennifer Aniston? Je dis non. Alors, elles se sont toutes mises à rigoler parce que, en fait, c'était la série du moment. Enfin, elle Ouais. était dans la série adolescente du moment. Et du coup, tout le monde s'est moqué de moi parce qu'elles ont été en parler à tout le collège, etc. Et bref, enfin, tout ça pour dire que moi, les séries, je regardais pas, j'étais pas je Ouais. me maquillais pas, je pensais pas trop aux garçons à cette époque-là. Et donc, du coup, j'étais complètement, enfin, sur une photo de classe en cinquième, tout le monde est habillé en fille, enfin, normal, en adolescente. Et puis moi, j'ai un t-shirt avec un gros cheval dessus, quoi. Donc, du coup, j'étais vraiment la fille bizarre. Voilà, en plus, j'étais bonne à l'école, donc du coup, forcément, bah, ça aide pas aussi. Enfin, Ouais. des fois, on est aussi, voilà, mis de côté par rapport à ça. Donc bref, donc c'est vrai que l'école, ça a été une grosse, grosse souffrance pendant 3 ans, jusqu'à la troisième où ça a été plus possible. Et en fait, j'en parlais pas à mes parents parce que j'avais peur des représailles. Et en fait, un jour, c'est mon père qui est venu me chercher à l'école. Et en fait, je me suis mise, il est venu me chercher à 13h30 un lundi. Et en fait, on m'avait tiré dessus avec les ballons, enfin, pendant le cours de sport. Et en Ah. fait, le prof ne disait rien. Et en fait, j'ai couru dans les bras de mon père quand il est venu me chercher. Enfin, non, il est venu me chercher, j'ai rien dit. On est arrivé chez moi, enfin, chez mon père. Il m'a déposé chez lui. Il est reparti au travail. Et avant qu'il reparte au travail, je lui ai couru dans les bras, j'ai pleuré, j'ai dit, je veux plus retourner jamais à l'école. Et là, il a dit, oh Ok. là, il y a un problème. Ouais. Et heureusement, il a agi. Et du coup, il a fait en sorte que je change de collège, etc. Donc heureusement. Mais Ok. et je remercie beaucoup pour ça. Il a vraiment, voilà, il a fait ce qu'il fallait. Il a vraiment agi vite quand il a vu qu'il y avait un souci. Mais bon, bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment deux personnes différentes. Au cheval, j'étais la fille épanouie, populaire. Tout le monde m'adorait parce qu'en plus, enfin voilà, j'étais vraiment la fille que tout le monde aimait et j'étais Ouais. la petite chouchoute de tout le monde. Et par contre, à l'école, j'étais la pestiférée. Donc voilà, et c'est quand même ce qui m'a permis de garder un équilibre. Comme tu dis, il n'y avait pas les réseaux aussi, donc j'étais Ouais. quand même sauvée par rapport à ça. Et j'avais mon échappatoire, c'était les chevaux. Et voilà. Et plus tard, j'ai gardé quand même ces gros soucis sociaux. Donc vraiment très, très, très timide, hein, presque proche de timide maladie, parce que les premières soirées que j'ai fait, j'avais 16 ans. Et en fait, je me forçais parce que je me dis, bah, il faut aller en Mhm. soirée, et voilà. Mhm. Mais en fait, j'étais tellement mal. Et en fait, dans les premières soirées que j'ai faites, je faisais des crises de tétanie. Donc, Oh en fait, là là. ouais. Et tellement que j'étais mal. Et du coup, voilà, j'étais vraiment aligner deux mots à quelqu'un. C'était vraiment compliqué pour moi. Ouais. Et en fait, c'est vraiment les chevaux qui m'ont aidée parce que le fait d'arriver enfin, les animaux en règle générale, parce que depuis petite, je suis très proche des animaux, j'ai un lien, enfin, pas un lien particulier, mais je me sens plus à l'aise avec eux, en Ouais. fait. Et du coup, voilà, par exemple, les animaux qui avaient peur, les chats ou quoi, j'arrivais toujours à les approcher, choses comme ça. Donc, c'est Ouais. vrai que les animaux m'ont beaucoup aidé, les chiens aussi, parce que voilà, il y avait ce truc, ce sentiment où je me sentais pas jugée et j'avais Ouais. pas besoin d'être, je devais pas me forcer à être quelqu'un, alors socialement parlant, je devais me forcer et ne pas pouvoir être pleinement moi-même des fois. Et c'est vrai qu'avec les animaux, je peux vraiment être moi-même et ne pas avoir à m'adapter. Et du coup, voilà, j'ai appris apprendre à communiquer avec l'animal et apprendre à communiquer avec le cheval et à le comprendre et à me faire comprendre m'a Mhm. aidé du coup à faire la même chose avec l'humain. Parce qu'après, je me suis dit, OK, il faut que je fasse la même chose avec l'humain. Donc, c'est ce qui m'a amené vers le développement personnel quand j'avais à peu près 20 ans. Ok. Et c'était, voilà, d'essayer de comprendre l'humain, en fait, ben, comment ça fonctionne un humain. Mhm. Euh, Mhm. et ça m'a beaucoup aidé de savoir, ben, voilà, quelles étaient les motivations de l'humain, pourquoi, etc. Et quand j'ai fait mes études, du coup, après le bac, j'ai été amie avec une fille. Alors, j'avais très, très peu de copines, mais, là, j'avais une amie, et c'était à peu près la seule. Mais alors, ce qui était assez bizarre, c'est que c'était la fille la plus populaire de l'école. Ok. Et, et du coup, ça, Tu, ça me paraissait. tu as fait Hmm. quoi comme étude? J'ai fait une école de commerce. Ok. Donc, j'ai fait mes études à Nice. Après, je suis partie à Londres pendant 6 mois en expatriation dans une université anglaise. Et ensuite à Paris pour faire ma spécialité entrepreneuriat, justement, pour apprendre à créer et gérer une entreprise. Et du coup, Ok. Donc, tu Ouais. as... Parce que j'allais te dire, c'est fou parce que tu savais depuis 16 ans que tu voulais aller dans les chevaux.
mais tu as quand même fait des hautes études, mais bon, voilà, commerce Bah, version entrepreneuriat, c'est ça? en fait, voilà, mon père ne voulait pas que je fasse pas d'études. Il voulait absolument que je fasse des études. Oui. En plus, j'avais des capacités à l'école, donc du coup, Eh oui, voilà, il voulait oui. absolument que, voilà. Et puis ma famille, voulait que je fasse des études, etc. Donc, c'était un peu le deal, c'est tu fais des études, et après tu feras ce que tu veux. Mais tu fais d'abord des études. Donc, du C'est coup, comme le judo. C'est comme le voilà, c'est judo. ça. Exactement, exactement, comme le judo. Et du coup, il fallait que je trouve des études, entre guillemets, qui me permettent, enfin, que je suis pas, je me suis dit, je vais faire des études de quoi, d'ingénieur ou de je sais pas quoi, mais au final, je sais que je ne serai pas ingénieur de toute façon. Alors, Ok. ils avaient encore espoir que je change d'avis, en fait. Ils se sont dit, elle va peut-être changer d'avis pendant ses études, elle va grandir, et après, bon, elle fera un métier comme tout le monde, et puis elle aura ses chevaux le week-end. Elle va pas nous saouler. Et Et comment tu le vois aujourd'hui, ces études-là? Ça te ça, sert ou pas? oui, ça m'a beaucoup apporté, mais justement sur le plan personnel et pas forcément professionnel. Enfin, du coup, ça me sert aussi sur un plan professionnel, mais ça m'a permis en fait de vaincre ma timidité et aussi de prendre en maturité le fait de Oui. bouger, déjà de vivre ailleurs, voilà, de vivre dans des grandes villes, donc ce qui n'était pas du tout adapté à moi, mais vivre à Paris, ça m'a pas du tout plu. Mais voilà, c'est une expérience qui m'a fait grandir. Enfin voilà, on a fait pas mal de projets quand j'étais à l'école, on faisait des exposés, enfin pas des conférences, mais on passait à l'oral tout le temps. Donc Ouais, à chaque ouais, fois, c'était ouais. horrible, mais en plus dans toutes les langues, en anglais, en français, en espagnol. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, c'est vrai que là-dessus, ça m'a beaucoup formée sur vaincre ma timidité et pouvoir aujourd'hui voilà, faire des conférences, des choses comme ça. Et pour moi, maintenant, c'est pas naturel, mais c'est vrai que c'est quelque chose c'est des qualités enfin des compétences que j'ai apprises. Voilà. Et le fait de prendre en maturité, de bouger et d'avoir un recul en fait sur le monde, peut-être que je n'aurais pas si je n'avais pas fait cette école. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.